Le juif libéral, c'est Futé, le juif religieux, c'est Hannibal Smith, et tous les deux appartiennent à l'agence Purim. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Bonne année et bonne santé à vous et à votre famille. Déjà la chronique 84, la chronique Vaucluse, appelons-la comme ça. Vous allez voir, issu d'un livre phare, un livre dont un de mes abonnés m'avait parlé dans un message. Et je lui avais répondu quelque chose du genre « Non, je ne connais pas ce livre ». Et pourtant, je le connaissais bien, je l'avais dans mes PDF. Je l'avais, mais sous un autre nom, vous allez le comprendre. Passons le bonjour à cet abonné, à cet ami. Bref, c'est l'essai « À nous la France » que nous allons disséquer aujourd'hui, écrit par un certain Isaac Blümchen, qui, en fait, n'est rien d'autre que Urbain Goyer. Goyer, H-I-E-R, et non pas Y. Hein. C'est un journaliste et écrivain français de talent, un érudit aussi. Un érudit, et donc un pamphlétaire particulièrement antisémite, et qui prend un pseudo, on va dire israélite, pour écrire cet essai que nous allons décortiquer. En 1896, pour vous donner des exemples de sa carrière, il fit partie d'un jury, un peu comme un jeu télévisé de l'époque si vous voulez, un jury d'un concours organisé par Édouard Drummond, jury cherchant à départager les candidats autour du thème « Comment parvenir à trouver les moyens pratiques d'arriver à anéantir la puissance jouissive en France ?» Ouais. Autre monde, autre mœurs. Ça fait rêver, on peut dire, hein. Ça suscite notre tentation, un peu comme un bon Vaucluse, justement, pour les connaisseurs de gastronomie française. Pâtisserie française, plus exactement. Par la suite, Urbain Goyer, de son vrai nom Urbain Degoulet, devient rédacteur en chef de journaux de droite, mais aussi directeur de l'hebdomadaire antisémite L'Œuvre française, qui deviendra par la suite La Vieille France. Lire et découvrir sa biographie, eh ben, ça m'a quelque peu coupé l'herbe sous le pied. Parce qu'en parlant de cet essai de 1914, j'allais justement écrire, en me croyant pertinent, qu'à nous, la France, c'était l'équivalent, mais vraiment l'équivalent des protocoles des sages de Sion à la sauce française. Et ben, en fait, en réalité, j'ai appris que Urbain Goyer était l'un des premiers éditeurs français des protocoles. Il est donc logique qu'il écrivit « À nous la France » en 1913 en s'inspirant des protocoles. Allez, vous allez voir, ça décape. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. L'essai commence sur les chapeaux de roue style Borsalino-Lubavitch. Le grand remplacement dont vous entendez parler constamment n'est peut-être pas celui que vous croyez. Les jouissifs commandent la France, les indigènes obéissent, travaillent et les enrichissent. Donc les Français véritables, ce sont les jouissifs. Et d'emblée, nous reviennent en tête toutes ces déclarations entendues ici ou là ces dernières années. Rappelez-vous, chers amis, BHL avec les jouissifs présents en France depuis l'Antiquité, Zemmour au sujet de Saint-Louis, roi des jouissifs, Valls sur l'avant-garde de la République, ou d'autres qui affirmèrent le pouvoir jouissif sur notre sol depuis le Moyen-Âge. Bref, nous y reviendrons dans Au-delà du livre. En clair, depuis l'affaire Dreyfus, le plus important scandale anti-jouissif de l'histoire, depuis l'affaire Dreyfus, l'affaire antisémite particulièrement, croyez-le ou non, mais le nombre de jouissifs en France ne fait que croître. Étonnant, non? Étonnant. Ne fuyait-il pas les pogroms habituellement? L'antisémitisme, on dirait, les attire. Il faut dire qu'avec Poincaré, les jouissifs sont logés à bonne enseigne en France. Madame Klotz, femme de ministre, Madame de Montcy, autre femme de ministre, Madame Slodowska, dame Curie, Monsieur Klotz, son ministre, Monsieur Grimbach, autre ministre, tout ce joli monde qui n'est pas catholique l'entoure. Les titres et les prérogatives donnés aux jouissifs pleuvent, comme leurs interminables supplications. Les hommes et les femmes indigènes occupent des tabourets un peu plus bas, un peu plus en retrait. Les Français en retrait. Vive Poincaré! Vive la République! Cette République qui déclare français de première zone, le premier jouissif qui débarque.
Fourreurs ou marchands ambulants au fin fond de la Tartarie ou de la Galicie, ils deviendront sous une dizaine d'années préfets, députés, journalistes, professeurs, propriétaires de châteaux ou médecins. Allez écoutez à ce sujet d'ailleurs notre chronique 72, on ne peut plus parlante. Tout en conservant bien évidemment leur au pluriel nationalité. D'ailleurs, toute la lie de l'Europe y passe, repris de justice et autres bandits jouissifs, débarque en France comme si de rien n'était, grâce au travail de Grumbach à la tête de l'alliance israélite qui tenait en quelque sorte les flux migratoires. À ce titre, pourquoi certains changent de nom pour le franciser? C'est ce qu'on se demande à ce moment-là. Le juif reste de la race des seigneurs, c'est le peuple maître. Pourquoi prendre le nom du peuple asservi? L'État, c'est eux. Les indigènes français, c'est le cheptel de leur ferme. Un cheptel qui se trouve calomnié, sali, affamé, dès lors qu'il désire sortir de l'enclos et dénoncer son maître israélite. De toute façon, le français préférera toujours tuer 100 000 des siens plutôt que de toucher à un cheveu d'un jouissif. C'est l'histoire qui le montre. Et oui, ils ont peur. Ils ont peur et c'est logique. Ils craignent. Ils savent à quel point Israël se montre sans aucune pitié, la vengeance chevillée au corps. Israël a toujours une vengeance à assouvir. Dans les théâtres parisiens, financés par le budget de la République, la haine des Israéliens résonne aux oreilles de tous, ébahis, choqués par tant de rage et de violence assumée. Au théâtre de l'Odéon, par exemple, qui était devenu un repère jouissif, les personnages qui jouent Esther et Mardochée n'y vont pas avec le dos de la cuillère argentée. Ainsi périssent les ennemis d'Israël, notre peuple parmi les nations seul demeure. Que les fils d'Israël puissent jusqu'à l'aurore massacrer sans remords, sans pitié, sans merci. Pendant 3 jours entiers, sans arrêt, sans repas, frapper toujours un, par troupeau, par maison, par tribu. La salle entière hurlait d'orgueil et de fureur. « À bas les goïms! À mort! À mort !» L'hystérie jouissive bat vos lèvres. Alors après avoir peint la toile d'une France totalement soumise aux jouissifs, regardons les raisons. Et la France se retrouve exsangue, sans ressources. Parce que l'ennemi jouissif se veut trop puissant peut-être? Non. Croyez-vous? Pas du tout, non. Tout simplement parce qu'a disparu en elle ce sentiment sain et revigorant qui l'habitait. La haine terrible contre nos citoyens traîtres, ceux qui iraient se vendre aux ennemis, les corruptibles. Il faut bien savoir que la France était, jusqu'à une certaine période, le pays où on détestait les traîtres. Depuis Dreyfus, politiciens français, membres du clergé catholique, se prosternent avec fierté devant la banque, devant les prêts, devant le jouissif. Pensons à Jaurès, devant Finkelhaus, et ses 50 000 francs qui n'allèrent pas au journal. L'humanité, mais directement dans ses poches. Il fut loin d'être le seul, cela dit. D'ailleurs, les banquiers ne sont pas les seuls traîtres à notre nation. Les artistes. Qui a réalisé le monument de la honte à Calais? Ce monument qui matérialise à lui seul toute l'humiliation de la France envers l'Angleterre en 1913. Rodin. Les femmes aussi. Les jouissifs que l'on jette dans les bras de Gambetta ou du général de Cissé, la Paiva et la Caola. Pour résumer, écoutez bien cette pensée, parce qu'elle est valable encore aujourd'hui. Pour résumer, il est tout à fait logique, il est tout à fait attendu. Il est tout à fait attendu que les Français approuvent l'arabe ou le noir qui sert la France, et ce contre son propre peuple ou ses propres ancêtres, puisque les plus huppés des Français, les élites françaises, elles, servent le jouissif, et ce contre sa propre France. Tout est dit ici. Le Français est incapable de haine. Cela pourrait paraître un compliment, une qualité, mais au contraire, être incapable de haine, c'est être incapable d'amour. C'est ne plus avoir de fidélité, d'abnégation, de conviction, ni de suite dans les idées. Ici et là sont écrits parfois quelques moraux jouissifs, comme autant de cris du cœur restés enfouis. Aucun jouissif n'eut jamais à craindre pour sa vie en France, ni même pour sa richesse. Aucun jouissif n'eut jamais à courber l'échine devant le français, comme l'hindou le fit devant l'anglais. Un antisémitisme limité aux pissotières, comme le dit l'auteur dans un langage fleuri. Sous le Second Empire, sous Louis-Philippe aussi,
La France ne supportait pas la trahison, la punissait avec vigueur et sans aucune pitié. C'est très certainement la première piste à suivre si nous désirons redresser notre France. Parce que le redressement, justement, ne viendra assurément jamais du militaire. Les Français ne sont plus un peuple militaire. La carrière militaire a considérablement perdu de son prestige. Elle n'attire plus. Par conséquent, le niveau baisse terriblement en sciences ou en culture générale. Et puis, normalement, les victoires, les triomphes suscitent l'enthousiasme au sein de la population. Une armée victorieuse, eh bien, on l'admire. C'est la force. Or, l'armée française est déclinante depuis 1870, terrassée qu'elle fut par l'Allemagne. Elle a recours aux mercenaires d'Afrique, ce qui démontre l'évanescence du courage de ses citoyens. La définition de courage, justement, s'est évaporée. Dorénavant, être courageux, c'est sauver sa peau, comme les matelots de la Bourgogne célébrés en héros alors qu'ils abandonnèrent leur navire. C'est une histoire qui s'est déroulée au début du XXe siècle. Tout comme celle de la trahison, d'ailleurs. Dussions-nous le marteler. Et qu'est-il arrivé finalement aux traîtres Dreyfus et Houlma? Rien. Absolument rien. Entre parenthèses, Dreyfus était-il vraiment un traître? Posons-nous la question. Eh bien, bien sûr que non! Parce qu'en tant que jouissif, il n'a aucunement trahi sa tribu. Ce n'était pas un traître. Même constatation quand un jouissif brise les vases ou les figurines dans une église, ce n'est pas un sacrilège. Les objets de culte ne sont rien sacrés pour lui. C'est comme mettre un coup de pied dans un caillou. Les vrais traîtres, ce sont ces officiers et hommes politiques français qui n'ont pas condamné à mort Dreyfus. Avant, généraux, colonels et officiers se pressaient à la messe. Avant quoi, vous allez me dire? Avant quoi? Eh bien, avant l'affaire Dreyfus, pardi. Puisque désormais les voilà à se bousculer au portillon des loges maçonniques. L'armée française, c'est une succursale de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire de la synagogue, au point même où les jouissifs se permirent d'y faire entrer un anarchiste antimilitariste comme directeur de conscience. Et puis, que dire du patriotisme français finalement? Le français sait-il seulement ce que c'est le patriotisme? Lui qui célèbre les humiliations historiques de son pays? Lui qui laisse ses dirigeants déléguer les affaires financières, économiques à des étrangers, qui allemands, qui anglais, qui jouissifs? Lui qui pense par des cerveaux étrangers à la race française? D'ailleurs, les journaux, la presse, devraient refléter une certaine fierté d'être français, un certain patriotisme. Eh bien, pas en France. Pas en France. En France, c'est l'internationalisme qui prédomine, toujours. Par exemple, au début du XXe siècle, les 3/4 des journaux français sont gagés par les ambassades étrangères, par la plume de rédacteurs étrangers. Par exemple, Krupp, la compagnie allemande, tenait Le Figaro, ou d'autres journaux qui étaient tenus par les Ottomans. Ouais, les Ottomans à l'époque. Évidemment, leur premier réflexe reste celui de donner un coup de chausson aux derniers Français clairvoyants. La France, la République, c'était déjà le pays des étrangers à l'époque, déjà une immense colonie cultivée par les ilotes français. C'était déjà le pays où les théâtres parisiens ne jouaient que des œuvres étrangères. C'était déjà le pays où les femmes et leurs filles se jetaient au cou de tous les exotiques et autres baladins ou racleurs de guitare. Les Anglais ont constamment trahi, humilié lorsqu'ils le pouvaient la nation française, et ce depuis des siècles. Cela n'empêche pas les Français de prendre les Anglais dans leurs bras et de leur vouer une amitié cordiale. Les humiliations répétées détruisent bien plus un pays qu'une guerre sanglante. D'un autre côté, à l'opposé, les jouissifs agissent bien différemment. Dès le plus jeune âge déjà, des valeurs de force et de fierté sont inculquées dans leur langue, dans leurs écoles. Ils croient, ils veulent, ils ont un projet, ils poursuivent un but, ils s'inscrivent dans quelque chose qui les dépasse. Les traîtres, eux, ils les enduisent d'éther et les brûlent, comme à Varsovie. Par conséquent, ce sont, si nous ne bougeons pas, ce sont eux qui décideront de ce qui entrera et sortira de France, eux qui décideront de son sort. No. We are in France. We speak French. Ok. Merci.
Allons au-delà du livre, chers amis, et parlons de diaspora jouissive pour continuer la réflexion de Urbain Goyer. La question qui brûle les lèvres des gens curieux et raisonnables devrait être la suivante. Mais maintenant qu'ils ont leur pays, pourquoi les jouissifs ne se rendent-ils pas en Israël pour vivre au milieu des leurs et fuir les vagues antisémites qui déferlent sur leur tribu? N'importe qui de sensé devrait se poser cette question. Eh bien, les explications, les raisons sont plurielles. La première, la plus marxiste on va dire, c'est qu'en Israël, il serait obligé de travailler. Légalement qui plus est, puisqu'on n'arnaque pas son camarade tribal. Mais ce n'est pas la raison principale, évidemment. La deuxième, si on monte d'un cran dans la réflexion, on va dire l'explication estampillée Jacob Cohen, c'est celle des Sayanim. Bon nombre de jouissifs œuvrent en Occident ou ailleurs dans le but d'influencer politiques et médias pour obtenir des fonds pour Israël qui vit sous perfusion totale. Parce que, contrairement à ce que voudra vous faire croire le jouissif qui revient d'Israël et de la plage de Tel Aviv et qui ne tarit pas d'éloges sur ce pays, qui serait selon lui à l'avant-garde, eh bien Israël vit sous perfusion totale de l'argent pompé, volé aux États-Unis. Israël ne crée rien ou ne produit rien. Israël n'a aucun génie, aucun goût, aucun raffinement. Il n'y a que eux, par exemple, pour avoir l'idée de créer de la fausse viande faite en laboratoire. Oui, ce sont les meilleurs dans ce domaine. Bref, c'est le paradoxe jouissif. Et écoutez bien cette idée. Être jouissif, je l'ai expliqué maintes fois, c'est prôner la séparation avec les non-jouissifs. Pourtant, pour s'enrichir, pour prospérer, le jouissif a besoin criant du goy. En tant que client, en tant que pigeon. À plumer. D'ailleurs, voilà pourquoi il est totalement abscon, voire stupide, de chercher à déterminer quel type de jouissif nous domine. C'est les Lubavitch ou c'est les jouissifs ashkénazes libéraux? Penser de cette façon, c'est un peu comme des victimes d'un kidnapping qui chercheraient à déterminer, à s'en prendre la tête, qui est le chef parmi les membres de leurs ravisseurs. C'est Samir ou c'est Mustapha? Ça change rien. Ça change rien, on est détenu. Cela les empêche de trouver une solution, un échappatoire à leur situation. Pourquoi me direz-vous? Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'il n'existe aucune opposition entre les jouissifs de gauche, que vous voyez arpenter nos cinémas, nos plateaux télé, et ces jouissifs prétendus religieux. Ils sont complémentaires. Les Lubavitch gèrent l'argent, la géopolitique, le statut des goïms. Le jouissif laïque de gauche, lui, gère la communication. C'est la vitrine. Le jouissif de gauche ne sert qu'à donner une fausse bonne image de la tribu pour anesthésier le goy, histoire que le Lubavitch le plume indirectement. Faut bien savoir quelque chose. Complémentaire parce que le Lubavitch n'a pas le droit à la mixité. Il ne regarde pas la femme, elle l'effraie. Le Lubavitch est effrayé par la femme goy, il faut le savoir. Elle le fait fuir. Il ne peut pas se retrouver dans la même pièce qu'elle, a fortiori une petite goy. Voilà pourquoi le Lubavitch a besoin du jouissif laïque, du jouissif libéral, c'est celui qui va au contact des goïms. Et forcément, par ce contact, au sein de la tribu, eh bien il perd un peu de pureté. Ainsi, il obéit au Lubavitch. Mais il existe une troisième raison à la persistance de cette diaspora. La réelle raison, la plus cachée, c'est évidemment celle de la conquête du monde, c'est le Grand Israël. C'est la réunion des plus grands pays conquis du monde. Les États-Unis, l'Angleterre, la France sont des possessions idéologiques jouissives. Israël, en fait, ce n'est que l'épicentre d'un tremblement de terre qui a vocation à être mondial, à ravager le monde pour mieux le réparer, à leur souhait. Enfin, pour terminer, une petite réflexion au sujet des nationalités multiples et vous allez voir que la boucle sera bouclée. La réflexion constitue le corollaire de notre pensée précédente. Le RN, je crois, avait communiqué un temps sur une éventuelle fin de la double nationalité en France. Évidemment, jamais, au grand jamais, une telle mesure politique salutaire n'apparaîtra dans notre pays. C'est évident. Quand le débat ressurgira sur la place publique, parce que le peuple, lui, veut cela, et parce que tel sera le cas, le débat ressurgira, eh bien, et les filles, les crasseux de gauchistes et autres chichonneux en puissance, vous le verrez, porteront le chapeau médiatiquement. Ils porteront le chapeau de ceux qui vont empêcher et mettre
couper la tête à cette idée de mettre fin à la double nationalité. Vous les verrez avec véhémence hurler dans les médias, appeler au racisme, à la xénophobie, etc. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous. Mais en réalité, ceux qui seront aux manettes, ce sont les officines jouissives. C'est elles qui, de manière chafouine, en sous-marin comme d'habitude, empêcheront toute réforme à ce sujet, et LFI sera chargé du travail de propagande et prendra tous les quolibets et la détestation sur son dos. Car il est tout de même bon de rappeler que les mélanchonistes et LFI, c'est du jouissif pur porc. Les dirigeants LFI sont payés pour se prendre la rage, les insultes de la barre des jouissifs, sans pouvoir riposter. Les dirigeants de LFI sont payés pour nous amener à haïr le musulman grossier et fanatique qui foule notre sol. Ils ne sont en réalité que le moyen, que l'arme utilisée par le jouissif pour contenir et orienter à souhait la parole des musulmans de France. En clair, directement, c'est le jouissif qui gère la parole des musulmans en France via LFI. Et indirectement, c'est le jouissif qui décide comment et pourquoi nous devons détester ces mêmes musulmans via LFI encore une fois. Et comme vous l'avez compris, LFI empêchera quelconque débat contre la double nationalité, laissant transpirer l'idée que cela vient de l'immigration africaine, tandis que le jouissif rira dans sa barbe retournée. Parce que qu'est-ce qu'être de gauche, finalement? Eh bien, c'est démolir, détruire, déconstruire le monde créé par Dieu. Qu'est-ce qu'être talmudique, finalement? Eh bien, c'est démolir, détruire, déconstruire le monde créé par les catholiques. Les deux poursuivent le même but. Et qui tient la gauche et le gauchisme? Le jouissif libéral, évidemment, qui a créé leur propre parti politique, qui a créé leur doctrine, et qui donne le la sur tous les plateaux de télévision. C'est lui qui côtoie le goy, parle avec les goyettes, possède le privilège de coucher avec elles à volonté pour contrebalancer cette impureté naissante. Le jouissif libéral, c'est le judaïsme pour les goïms, c'est la façade, la publicité mensongère. Le jouissif dit religieux, c'est l'application du projet à grande échelle. Le juif libéral, c'est futé, le juif religieux, c'est Hannibal Smith, et tous les deux appartiennent à l'agence Purim. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est. D'arrêter, mes amis. Quando